un merci spécial à notre sponsor officiel, Microsoft, à notre sponsor Bronze Simple Talk. Merci à la communauté axée sur les données sans qui l'événement n'aurait pas été possible. Donc, c'est l'organisateur même de l'événement et en particulier, merci à notre organisateur principal, Jean-Daniel Joseph. Merci à nos présentateurs, merci à vous, chers participants, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui continuent de nous joindre. On salue Monelson Baleus de la France, Erreur Fabrice, Williamson Georges, Georges Richard Joseph d'Ecaille, Higgins Morinville de Delmar, Moïse Masson qui nous écoute en Haïti, Joseph Tancred fils Charles qui nous écoute en Haïti, Woodley Stenfield qui nous suit depuis Delmar, Rossini Boger, Herbie Texet. Continuez à envoyez votre nom, de là vous nous recevez et continuez à montrer de l'amour aux présentateurs, continuez à poser vos questions dans le chat et pour tirer le meilleur parti de cet événement. Je vous rappelle de faire partie de notre tirage au sort qui aura lieu à la fin. Donc, ne ratez pas votre chance de partir avec l'un des 4 prix, l'un des 4 cartes cadeaux Amazon. Et déjà, bonne chance pour vous qui allez rester jusqu'à la fin pour pouvoir partir avec votre lot. Les présentations continuent, la balade continue aujourd'hui. Nous allons dans un instant faire place à David Barbarin. David Barbarin qui est Senior Platform Engineer, MVP, MCM. David Barbarin qui va nous présenter un sujet, migration de base de données SQL vers le cloud, retour d'expérience. David Barbarin qui est un présentateur habituel de cet événement, SQL Saturday Haïti 2024, notre 4e édition. David Barbarin, vous êtes là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cet événement. Et merci de votre intérêt. Merci de votre intérêt particulièrement pour la communauté haïtienne. Et je disais tantôt, vous êtes notre présentateur habituel tous les ans. Et je vous invite à partager votre écran, à vous présenter, à démarrer votre présentation. Bon succès. Alors, est-ce que oui, je crois que vous voyez. Ça m'a l'air d'être tout bien. Donc du coup, alors, bonjour à tous, bonjour à la communauté haïtienne. C'est vrai que ça fait 2 fois que je crois que je présente pour vous. Donc merci de m'accueillir à nouveau. C'est très gentil. Donc aujourd'hui, on va parler de migration, de retour d'expérience, d'une migration de base de données SQL vers le cloud. Donc c'est vraiment une expérience d'une année, une migration d'une année qu'on a eue avec mes collaborateurs. L'idée, c'était de vous le faire partager, tout simplement. Donc, rapide présentation, je me présente rapidement. Je m'appelle David Barbarin. Alors, je suis platform engineer chez Migros Online, c'est une compagnie suisse qui fait de la vente en ligne alimentaire, tout simplement. Et voilà, donc je suis plus très actif en ce moment sur les réseaux sociaux parce que j'ai une petite fille de 4 ans, donc elle me prend beaucoup de temps. Mais je continue quand même à essayer de vivre un petit peu de cette passion qui est de partager autour du sujet SQL. Voilà. Donc, premièrement, on va remercier quand même les sponsors sans qui l'événement n'aurait pas lieu, à la communauté haïtienne également. Voilà. Donc et aux participants, parce que sans vous également, il y aurait pas d'événement. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par un contexte, parce que le contexte, en général, va impliquer certains choix
d'architecture ou organisationnelle par rapport à une migration. Donc, prenez pas c'est pas une session de recommandation, c'est une session de partage d'expérience à vous d'adapter avec votre contexte. Alors, dans notre cas, le contexte, c'est de pouvoir migrer des bases de données dans le cloud pour une compagnie qui s'appelait à l'époque leshop.ch, une compagnie suisse qui a été créée en 1997. Qui s'est rapproché d'une autre compagnie qui s'appelle Migros, qui est très connue en Suisse, qui est une grosse entreprise suisse qui fait beaucoup de choses. Donc, on a commencé à se rapprocher de cette compagnie en 2006. Derrière, il y a eu une fusion, enfin un branding, un changement de branding de leshop.ch en Migros Online en 2020. Et là, pour nous, ça a impliqué beaucoup de changements. Il y a un grossissement assez conséquent des équipes de développement chez nous, donc avec pas mal de challenges autour de ça. D'où une certaine partie DevOps qui s'est beaucoup développée chez nous justement pour scaler avec les équipes de dev. Et ensuite, en 2022, on a décidé de migrer les sites. Maintenant, il n'y a plus qu'un site, c'est nous, qui permet qui permet tout simplement de commander en ligne, faire ses courses en ligne. Au niveau de l'infrastructure, on a commencé petit avec un centre de données unique. Après, derrière, on a doublé les capacités, on a apporté de la redondance, tout simplement parce que le service devenait critique. Et en arrivant avec Migros, en fait, on a dû aussi s'adapter à une stratégie qui était globale pour aller dans le cloud. Et tout ça, bien sûr, pour le moment, ça a donné un portail où vous pouvez commander, où il y a tout un tas de services derrière. On va aller un petit peu plus dans le détail après. Alors, au niveau du planning, comme je vous disais, c'est une migration qui a duré 1 an. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, en septembre 2002, on a commencé les premières discussions en demandant comment on allait faire ça, comment on allait migrer toute notre infrastructure dans le cloud. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de migrer toute notre infrastructure, y compris les bases de données dans le cloud, et de se débarrasser de notre data center on-prem qu'on va réaliser d'ici fin d'année. Alors, je pense que je vais surprendre personne en disant que une migration, ça ne se fait pas seul. Ça engendre beaucoup de changements, de personnes derrière ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a créé une équipe core, une espèce de squad qui était en charge de pouvoir migrer commencer en fait à étudier, à rentrer dans les phases d'architecture, de planning, d'évaluation, de planification, et de pouvoir ensuite justement aborder les 3 piliers qui étaient importants pour nous, de pouvoir communiquer aux équipes qui n'étaient pas directement impliquées dans ces phases de migration, de pouvoir tout simplement aussi leur proposer des campagnes de training, tout simplement pour accélérer l'adoption aux nouvelles technologies qu'on allait mettre en place. Donc voilà, c'est avant tout une aventure humaine, avant d'être une aventure technique. Avec cette équipe-là, on a commencé à beaucoup travailler jusqu'en, on va dire, de octobre à mars. Et on a pas mal travaillé autour d'une première sortie, une première version d'une plateforme Azure, incluant les bases de données. On a commencé à parler de une migration initiale qui était prévue au mois de juin 2023, mais qui a été reportée ensuite en septembre 2023 pour diverses raisons, parce on n'était pas forcément prêt techniquement, il y avait encore pas mal de phases à mettre en place, et il y avait surtout les vacances des équipes entre juillet et août, et c'était au niveau business, c'était pas forcément la meilleure façon d'amener cette migration. On en a profité justement pour collecter les premiers feedbacks de nos utilisateurs internes, des développeurs, pour améliorer notre plateforme de cloud. On a procédé à la phase d'hardening. Donc là, c'est comment on va la rendre production ready avec le monitoring, la sécurité, comment les procédures opérationnelles, tout ce qui va avec qui permet justement d'hardener la solution. De créer notre toolbox pour pouvoir migrer. L'idée, c'était vraiment d'avoir une manière
une manière connue et répétable de pouvoir migrer les composants et les bases de données dans le cloud. Tout ça, tout simplement pour minimiser les risques et pour avoir quelque chose qui est connu et qui soit rapidement migrable. Ensuite, on a vraiment procédé à partir de septembre à la migration. La migration s'est passée sur un mois. Dans toutes les bases de données microservices, j'en parlais un peu tout à l'heure, on les a migrées au fil de l'eau en fonction des contraintes. Et on a pris une journée pour migrer les bases de données monolithes partagées qui étaient un peu plus conséquentes et qui avaient plus d'impact sur le business. Bien sûr, après la migration, c'est pas forcément fini, hein. Il y a une phase d'hypercare à mettre en place. On a migré, c'est bien, mais maintenant, il faut quand même commencer à regarder si ça fonctionne, qu'est-ce qui a amélioré, est-ce qu'il y a de l'optimisation à faire, ce genre de choses-là. Et après, on est allé vers une phase de migration, post-migration, où il y a des choses à faire après la migration, nettoyer le legacy, ce genre de choses-là. Mais j'en parlerai à la fin. Alors maintenant, le contexte technique. Nous, on est dans une architecture microservice distribuée. En fait, avec qui dit microservice dit une base de données par application et voilà, on a une centaine de microservices. Tous les microservices n'ont pas forcément une base de données, une base de données associée. On a à peu près 40 bases de données dans notre giron, avec deux grosses bases de données en plus qui sont partagées. On appelle ça des bases de données monolithes parce elles sont, elles sont partagées par plusieurs composants, mais voilà, le fait de pouvoir, ça c'est du legacy, c'est quelque chose qu'à terme, on est censé casser et rendre plus microservices. Au niveau du socle applicatif, en fait, les applications, elles sont gérées, comme je disais, on est en microservice, donc qui dit microservice dit conteneur, dit service distribué. On a une plateforme d'orchestration qui était gérée avec OpenShift on-prem, avec voilà, donc avec plusieurs services liés à notre spécifiques à notre contexte et à notre application avec des services comme des services de paiement, services de carte de fidélité, services de transport, services de paiement, services de picking. Enfin, il y a tout un tas de services qui sont liés chez nous. Avec tout ça, était géré bien sûr on-prem avec deux data centers pour assurer la redondance. Mais au niveau des bases de données, en fait, on n'a pas choisi la conteneurisation de nos bases de données, tout simplement parce qu'on ne voulait pas gérer la persistance au niveau de notre orchestration, ce qui allait complexifier finalement nos procédures si on devait par exemple restaurer notre orchestrateur. C'est plus facile d'avoir un service stateless à restaurer qu'un service stateful. Donc on a un service qui était dédié, en fait, qui était un service plutôt classique avec un environnement virtualisé, une ferme qui était dédiée pour nos SQL avec du pure storage pour la partie stockage, du storage micro latency, avec un environnement always on qui utilise du 2017 Enterprise Edition, dans notre cas, avec quatre environnements. Un environnement deux environnements qui sont dédiés pour les grosses bases de données, les bases de données monolithiques pour le site web et les entrepôts de données. Un environnement qui est dédié au microservice authentification, qui est un service homemade qu'on a créé à la base pour pouvoir faire de l'authentification d'utilisateurs et d'authentification de service à service chez nous. Donc ça, c'était un service qui était complètement isolé. Et on a un service un environnement qui s'appelait SQL All, où là, on a mis toutes nos bases de données microservices, plus certaines applications business, plus du SSRS. Donc c'est vrai que je ne vais pas l'appeler l'environnement poubelle, mais c'est vraiment un environnement où on commençait à mettre tout un tas d'applications dessus. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était possible de le faire en termes de performance, en termes de contraintes de sécurité, etc. On n'avait pas de problématique à ce niveau-là. Bien entendu, on a d'autres services qui gravitent autour de ça, beaucoup de rapports d'activités opérationnelles dans nos entrepôts de données où on a on a toute la partie gestion des commandes, des pickers qui viennent tout simplement assurer vos commandes, les envoyer par camion, etc. Donc beaucoup d'opérationnels avec SSRS et beaucoup de rapports de performance qui tournent rafraîchis toutes les 10-20 secondes. Et on a également un service BI qui se connecte sur l'ensemble de nos bases de données
et avec de l'ETL et un service BI, quelque chose qui est tout à fait classique. Alors, après cette présentation du contexte, bah, la première chose qu'on a fait en tant que core team, ça a été justement de créer cette fameuse landing zone. La landing zone, c'est cette fameuse zone que vous allez créer, vous allez bâtir, bah, tout simplement pour accueillir en fait les services que vous allez migrer de on-prem vers Azure. Donc on va y mettre pas mal de choses, hein, c'est de l'architecture réseau, c'est de la sécurité, c'est de l'identité. Il y a beaucoup de choses. Je rentre pas forcément dans les détails. C'est pas le but de cette session. C'est simplement ça, vous dire comment on a appliqué ça et comment on a fait nos choix. Alors, la date ici, je reviens un petit peu. J'ai mis 2022 parce que c'est important. Parce que tout simplement, les services dans le cloud, ça évolue vite. Et forcément, les choix que vous faites, c'est forcément en fonction de la timeline que vous avez et des fonctionnalités présentes à ce moment-là. Il est évident que maintenant, je vais parler de choses qui n'existent plus ou qui ont évolué depuis 2 ans maintenant. Donc, pour revenir à notre landing zone au niveau des choix de services, au niveau de SQL, vous avez 3 grandes familles. Ça, c'est un rappel. Vous avez le service d'infrastructure, le IaaS, le service IaaS de Microsoft, c'est la virtuelle machine avec du SQL Server. Donc là, vous avez toujours la gestion au niveau de l'OS, c'est à votre charge. Vous avez une version SQL Server qui est on-prem, donc quelque chose qui est connu. Vous pouvez faire du pay as you go, du bring your own license. Donc nous, ce qui était intéressant, bien entendu, c'était de bénéficier de l'Azure Hybrid Benefit et de pouvoir convertir nos licences qui étaient on-prem avec quelque chose, pour le faire fonctionner avec quelque chose qui était dans Azure. Donc ça, c'est vrai que Microsoft est plutôt fort là-dessus parce que ça nous a permis vraiment d'économiser sur nos licences. On a la plateforme, le pass de chez Microsoft, les fameuses Managed Instance. Donc là, c'est un service qui est beaucoup plus géré, beaucoup plus managé voilà, au niveau de chez Microsoft. On a le support des VNet natifs si on veut essayer de protéger, si on veut protéger nos services. On a une version qui est spécifique cloud, bon, excepté avec les dernières versions avec SQL Server 2022 où ils assurent une certaine compatibilité ascendante, enfin compatibilité quand vous migrez, vous pouvez revenir facilement en arrière, par exemple, avec ce genre de service-là, ou simplement de faire du failover avec du SQLMI et du 2022. Ça, c'était une fonctionnalité de 2022 qui est plutôt intéressante en fonction du contexte. Et vous avez le fameux Database as Services, qui est vraiment le service base de données de Microsoft. Alors nous, on s'est focalisé sur Azure SQLDB, c'est pour ça que je ne parle que de cette partie-là. Avec là, c'est le service qui est vraiment pleinement managé, avec des services annexes comme vous avez l'automatic tuning qui est fourni avec. Vous avez la détection des menaces, enfin, ce genre de choses-là que vous allez pouvoir mettre en place si vous voulez mettre en place. Vous avez quand même la possibilité de limiter l'exposition qui est par défaut et qui est publique, mais vous pouvez mettre derrière des private endpoints pour tout simplement limiter votre exposition. Une version SQL qui est spécifique au cloud, donc c'est vrai que vous n'allez pas vous retrouver avec les versions on-prem, mais bon, à la rigueur, ça n'a pas été vraiment un gros problème dans notre cas. Alors, comment nous, on a choisi entre tous ces services-là? Bah, tout simplement par rapport à notre stratégie de migration, qui était d'abord de faire du lift and shift. L'idée, c'était vraiment d'impacter le moins possible les développeurs sur du refactoring de code qu'ils auraient à faire pour migrer. Donc ça, c'était la première chose. Après, on avait une stratégie qui était pass first. Donc pass first, l'idée, c'était vraiment de choisir entre SQLMI et Azure SQLDB en premier lieu. Et si ça passait pas, de revenir, par exemple, sur du IaaS. Après, on devait avoir aussi un service qui avait des SLA au niveau haute disponibilité et qui permettait d'assurer quelque chose entre les 9.9 et les 9.9, les 4.9, excusez-moi, et les 9.9.5. Donc ça veut dire globalement, nous, on a un service qui était plutôt, enfin, je parle vraiment au niveau de base de données, parce que voilà, euh, on pouvait prendre plus large au niveau du service, au niveau du service en général du site web, mais là, on va se focaliser sur notre service de base de données. Donc là, on avait un service qui était vraiment hautement disponible sur les 3 dernières années, entre 4 minutes et
entre 2 minutes et 4 minutes d'indisponibilité, y compris les campagnes de maintenance. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. Et la dernière chose qui était importante, c'était le downtime lié à la migration. Donc ça a été discuté avec le business. Et quelle que soit la base de données, quel que soit le service, on ne devait pas dépasser plus de 15 minutes. Donc ça a conditionné tout à fait ça a conditionné, excusez-moi, nos choix nos choix de service. Alors nous, c'était évident de prendre Azure SQL DB pour du microservice. Ça, c'est vraiment le service qui permet par excellence, qui va bien, qui fit bien avec le microservice. Et on a avec, tout simplement parce qu'après, on a aussi la disponibilité qui va bien avec. On a la redondance de zone qui est fournie avec. Et ça, c'était quelque chose qui était important et j'en parlerai dans le prochain slide. Ça a été vraiment un facteur de décision dans notre cas. Et les managed instances qu'on voulait mettre en place au départ pour toutes les bases de données monolithiques, les grosses bases de données qu'on avait qui étaient partagées, tout simplement pour pouvoir assurer une certaine correspondance de fonctionnalité entre ce qu'on avait on-prem et Azure, en sachant que derrière, l'idée, c'était de couper ces bases de données en plusieurs bases de données et derrière de les migrer au final vers du Azure SQL DB. Donc ça c'est un service qui est plutôt temporaire chez nous. Et bien entendu, à cause du downtime de migration, le problème, c'est de migrer des bases de données qui font un peu plus de 500 gigas. On n'a pas réussi à les faire tenir en moins de 15 minutes avec Azure SQL DB. On a essayé, hein, mais ça n'a pas marché chez nous. Et du coup, en fait, on s'est retourné vers ce service aussi, les managed instances, à cause de ça, tout simplement parce que ça nous permettait de faire de la migration online et juste d'assurer le cutover pendant la migration. Alors, je vous parlais des managed instances, mais ça n'a pas été notre choix définitif pour deux raisons. Tout simplement parce qu'à l'époque où on a étudié cette solution-là, en Suisse, on n'avait pas le support de la redondance de zone. Et ça, c'est un facteur qui était important pour nous parce c'était quelque chose qui était important dans notre cas. On devait avoir au moins 2 data centers pour assurer la disponibilité en cas d'échec d'un data center. Pour rappel, pour les managed instances, vous avez 3 niveaux de disponibilité. Vous avez la disponibilité redondante locale. Donc là, c'est dans un data center. Mais si votre data center il tombe, c'est tout votre service qui tombe. Après, vous avez la disponibilité basée sur la redondance de zone, mais ça, c'était pas disponible pour nous. Donc là, où chaque réplica et les données se situent dans une zone distincte. Donc, une zone, ça veut dire un data center, un élément physique différent, séparé. Donc, ça permet quoi? Ça permet d'assurer la disponibilité. Si vous avez un data center qui tombe, vous assurez la disponibilité sur un autre data center. Le service, il peut reprendre assez facilement. Ou vous avez les groupes de basculement, les failover groups. Donc ça, on a eu beaucoup de discussions avec Microsoft, mais au final, on en a vraiment conclu que c'était pas une discussion, c'était pas une solution de haute disponibilité, mais plutôt une solution de disaster recovery. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous permet de répliquer vos données sur une autre région, mais ça fait de l'asynchrone et ça nous garantit pas forcément que lorsque vous migrez vos bases de données et tous vos services, que votre service se reprend tout de suite. Parce qu'il y a quand même un élément humain qui intervient dedans. Si vous avez toute une région qui tombe, tout simplement, Microsoft se réserve le droit d'attendre de migrer sur une autre région, tout simplement parce que c'est coûteux de coûter sur une autre région. Et si le service, par exemple, peut être restauré je sais pas, en 1 heure, peut-être qu'ils vont décider de rester sur la région en elle-même. Et l'autre raison, c'est qu'il aurait fallu aussi dépasser tous nos composants applicatifs dans une autre région. Et ça demandait plus de travail. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi cette solution-là à cause de ça. Et au niveau du coût, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je vous ai mis en bas, mais ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est que finalement, avec les managed instances, c'est une chouette solution. Mais là, par exemple, on a un ratio mémoire CPU qui n'est pas forcément intéressant par rapport à du IaaS, où là, nous, on a pour la quantité de mémoire dont on avait besoin, il aurait fallu provisionner 16 vCore, même en utilisant les séries premium optimisées pour la mémoire. Alors qu'avec les VM, en fait, on avait besoin que de 8 vCore au final, pour l'ensemble des environnements. Donc, et ça conditionne aussi le nombre de licences que vous allez devoir convertir
de votre on-prem vers Azure. Si vous avez entre 16 et 8, c'est pas le même prix, c'est pas le même nombre de licences. Ensuite, bon, la partie stockage n'était pas forcément un problème pour nous, mais c'est vrai qu'au final, bon, pour avoir une performance au même niveau, c'est vrai qu'il faut provisionner un peu plus de disques au niveau Azure, au niveau YAS. En tout cas, si vous prenez des disques managés version 1 SSD, enfin des premium SSD, on aurait bien voulu passer sur du V2 qui était moins cher et qui permettait plus de performance à un moindre coût, mais c'était encore une fois, c'était pas disponible à ce moment-là. Donc on s'est vite tourné vers la solution des premium managés V1 et les ultra disques, certes, sont très intéressants avec beaucoup de performance et vous pouvez finalement configurer la capacité indépendamment de la performance, mais c'était beaucoup trop cher dans notre cas. Bref, donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est au final, c'est que finalement, si vous regardez la facture finale, donc ça, j'ai pris des prix listes, hein, avec, il n'y a pas de commitment, j'ai juste mis l'Azure Hybrid Benefit, qui permet juste simplement d'enlever la partie licence. Bah, vous voyez que c'est du simple double. Donc en fait, pour nous, ça valait pas c'était pas forcément justifié de prendre cette solution-là, même si on ajoutait du coût opérationnel par-dessus. Ensuite, l'architecture cible, bah, du coup, qu'est-ce que avec le choix de tout ce service, on en a déduit une certaine architecture cible. Notre nouvelle plateforme Azure, elle ressemble à ça aujourd'hui. Alors pour la partie microservices, on utilise du Azure SQL avec de l'Elastic Pool, bah, tout simplement parce qu'on a le workload qui va bien avec, et ça permet finalement d'avoir quelque chose qui est efficient du point de vue du point de vue licence. Là, on est en vCore, donc ça permet effectivement d'avoir une capacité que vous provisionnez pour un ensemble de bases de données, et cette capacité, elle est partagée par tous les workloads de la base de données. Ça pour nous, c'était essentiel. Et pour les services de base de données, enfin les bases de données monolithiques, en fait, on est parti sur du Azure SQL VM avec, je l'ai montré tout à l'heure, je le reprécise là, avec des groupes de disponibilité, avec un réplica dans chaque zone. Et derrière, c'est pour avoir la même expérience utilisateur qu'on-prem, on est parti sur des groupes de disponibilité multi-subnet. Parce que le problème dans Azure, c'est que la partie listener, sans forcément rentrer dans le détail, c'est soit vous utilisez du load balancing, donc vous avez un élément d'infrastructure en plus, soit vous utilisez, ce qui est sorti par la suite, des groupes de disponibilité multi-subnet qui vous permettent finalement d'avoir exactement la même expérience d'installation utilisateur que on-prem. Par contre, vous êtes en multi-subnet et ça peut avoir un impact sur tout ce qui est connectivité de vos applications. Il faut le garder en tête. Nos composants, je vais dire, ils ont shifté naturellement vers le service Kubernetes d'Azure, qui est AKS. Le service BI, bon, ça n'a pas changé, hein, il se connecte toujours sur nos services. Bon, nos services sont protégés par Dynepoint, ça veut dire qu'ils ne sont pas exposés publiquement. Donc, il y a un petit trick ici. Nous, on est passé par nos self-host runtime qui sont on-prem et qui permettent derrière d'aller contacter nos bases de données derrière les private endpoints. Parce que sinon vous pouvez pas, nos bases de données ne sont pas joignables depuis l'extérieur. Le service SRS qui lui est un service on-prem, mais comme on bénéficie de l'Azure Express de notre entreprise, bah c'est vrai que finalement on est dans un réseau plutôt privé, il y a pas tellement de problèmes. On reste dans un réseau maîtrisé. Nos utilisateurs, en fait, chez nous, on a eu une grosse période Covid et on a eu la généralisation du remote. Donc, en fait, nos développeurs travaillent pratiquement à 100% remote. Bah là, il a fallu trouver un moyen de les faire pouvoir travailler avec nos bases de données qui, elles, ne sont pas exposées publiquement. Bah là, on a tous les mécanismes en place qu'on a mis en place chez nous avec Cloudflare et puis Warp, toute cette partie Zero Trust qui permet finalement de pouvoir nous connecter, d'avoir un niveau de confiance au niveau du endpoint et de laisser passer ce trafic dans notre réseau. Le déploiement, bien entendu, on est dans Azure, il change un peu, il se fait au travers j'en parle tout à l'heure, mais d'API. Donc c'est vraiment, là on fait pas mal de GitOps chez nous pour se déploie par de l'infrastructure as code. Et au niveau de l'observabilité du monitoring, on a une solution avec Datadog parce comme on voulait vraiment se débarrasser de tout notre legacy on-prem, il a fallu trouver une solution cloud
basé sur du cloud. Et bon, Datadog a fait partie de ce choix-là. Alors, je reviens un petit peu sur justement ces éléments de connectivité qu'on a dû avoir à gérer. Donc, bien sûr, le scénario initial, c'est un scénario on-prem. Donc là, toute la stack d'infrastructure, elle est maîtrisée par nos équipes d'infrastructure. Des applications en passant par les serveurs d'infrastructure, les composants réseau, etc. Donc tout ça, on est capable de gérer. Bien sûr, ce qui a changé, c'est qu'avec la migration dans le cloud, ça a changé quelque part la donne, ça a changé certains paradigmes où là, finalement, on a dû apprendre à gérer, à composer avec ce qu'on appelle chez nous une infrastructure un peu plus black box. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre réseau, notre infrastructure, elle est étendue dans Azure, mais comme on protège nos services derrière des mécanismes de points privés ou de réseaux virtuels, en fait, ben, derrière, on a dû mettre en place aussi tous ces mécanismes de transit de réseau derrière. On a une express route, mais elle qui est gérée par notre boîte mère, la Migros. Donc nous, on est une entité de Migros, Migros Online. Et ça, ces éléments-là sont gérés par les équipes de la boîte mère, qu'on appelle les équipes mCloud. Et donc, là, ça a changé un peu notre façon d'appréhender ce genre d'infrastructure. Comment? Tout simplement, on a renforcé notre monitoring à différents niveaux de notre architecture. Et en fonction des use cases, on a dû renforcer notre collaboration, soit avec les équipes mCloud, parce que ça touchait toute la partie connectivité pour atteindre nos services dans Azure et vice-versa. Ou si c'est un problème au niveau des services managés, vous ne gérez plus la partie data center, etc. Donc vous êtes plutôt avec sur cette partie-là. Là, vous devez apprendre à travailler avec les équipes du support Microsoft et d'avoir du monitoring. Heureusement, le service Microsoft fournit pas mal de monitoring derrière tout ça. Donc simplement pour vous montrer un use case qu'on a dû gérer, où la collaboration a été vraiment importante, c'est par exemple quand on a dû monter cette infrastructure de transition où on devait pouvoir en fait avoir un service, un composant qui communiquait avec une base de données on-prem pendant à un moment donné, donc à un instant T, avant de migrer la base de données dans le cloud. Là, vous êtes obligé de vous assurer de la performance de votre tuyau, hein, pour ne pas avoir à impacter les performances de l'application. Et nous, ce qu'on a eu au début, c'est ce genre de choses-là. C'est que les premiers tests qu'on a fait, on a utilisé HammerDB, tout simplement parce qu'on avait des références on-prem sur le nombre de transactions par minute qu'on avait on-prem. Et puis, on s'est vite aperçu que le nombre de transactions dans le cloud, dans cette infrastructure de transition, il était vraiment moindre par rapport à l'on-prem, comme vous pouvez le voir là, divisé par 4. Mais on s'est tout de suite aperçu que la latence, elle était énorme. Alors que normalement, nos data centers étaient censés être proches des data centers de Azure, dans ce cas-là. Ils sont tous les deux en Suisse, vers Zurich. Et là, en fait, on a une latence comme si on traversait, comme si on était en train de traverser tout le pays. Donc là, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, on a dû travailler avec les équipes mCloud pour pouvoir finalement identifier le problème. Et on a créé simplement un shortcut entre nos data centers et Azure, ce qui nous a permis finalement de bien diminuer la latence et de revenir à un niveau de performance qui était plus acceptable. Voilà, ça c'est le genre de problème qu'on a eu. On en a eu d'autres, hein, mais qui nous a nécessité finalement de collaborer, d'avoir vraiment une forte collaboration avec les autres équipes du groupe. Ensuite, le dimensionnement des services. Le dimensionnement des services, en fait, il s'est passé avec en fait, on est parti sur deux axes. Avec les baselines qu'on a eu avec notre stack de monitoring on-prem, Prometheus, Telegraph, Grafana, on connaît nos patterns d'activité de nuit, de jour. On a une charge qui est connue. Et en fait, on avait fait des tests, alors avec des données synthétiques. Il n'y a rien de parfait avec ce test-là. Et ça nous permettait d'avoir une idée de ce que l'infrastructure devait supporter dans une période Covid pour nous. La période Covid, c'était une période où il y avait beaucoup d'activités parce que les gens tout simplement ne pouvaient pas sortir et commander beaucoup en ligne. Donc ça nous permettait de faire quelques comparaisons, de répondre à deux questions. Qu'est-ce que le service doit supporter et qu'est-ce que le service est capable de fournir? Et ça, on l'a corrélé avec le Data Migration Assistant qui permet de fournir des recommandations au niveau des SKU en fonction de ce que vous lui donnez. Alors, le principe, il est assez simple, hein. Vous lancez un exe, il collecte des données et il vous fait de la recommandation
en deux modes, baseline ou élastique. Le mode baseline, en fait, ici, il prend simplement votre télémétrie et vous dit, bah, tiens, pour cette télémétrie, ce qui serait bien, c'est d'avoir tel SKU, que ce soit de l'AVM, du Managed Instance, de l'Azure SQL DB. Ou il vous dit, en mode élastique, il vous dit, bon, voilà, vous avez par rapport à cette charge de travail, moi, je vais comparer avec d'autres charges de travail que, que d'autres clients dans Azure ont utilisé, avaient et ont migré dans Azure. Et voilà ce que je peux te recommander, qui permet, par exemple, de répondre à 80% de ta performance. Donc ça donne ce genre de choses-là. Ça, c'est un exemple qu'on avait eu pour les managed instances au début. Vous voyez qu'en fait, en fonction du cas, il vous donne soit du business critical, soit du general purpose pour la partie SQL MI pour la même charge de travail. Et après, en fonction de la justification, c'est à vous de choisir ou de composer. Le seul problème avec le mode élastique, je trouve, c'est qu'en fait, il n'intègre pas toute la partie contextuelle. Par exemple, si vous devez avoir de la redondance de zone ou de choses comme ça, il n'est pas au courant. Donc, là, il va vous recommander du managed instance general purpose, alors que vous, bah non, c'est pas ce que vous pouvez pas prétendre à ça parce qu'en prod, vous devez avoir ce genre de fonctionnalité en plus qui n'est pas disponible avec ce service tiers, par exemple. Mais à la rigueur, c'est un assistant à vous de composer avec. Et derrière, ça nous a donné ce genre de validation avec en Azure VM. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, c'est vraiment de la configuration en fonction de ce que vous devez mettre en place avec un type de série pour vos VM, si vous utilisez des disques premium, ultra, enfin, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. L'utilisation des caches, par contre, est intéressante. Les caches intermédiaires entre votre VM et les disques, en lecture uniquement pour les données, pas pour le journal de transaction. Ça vous permet tout simplement de bénéficier de plus d'IO, de débit au niveau ça peut être intéressant en fonction de votre cas. L'accélération réseau qui peut être pas mal, surtout pour les groupes de disponibilité. Alors l'idée de l'accélération réseau, c'est simplement d'avoir de la latence qui est réduite et un plus de débit, tout simplement parce qu'en fait, toute la partie gestion des security policies, les NSG, toute cette partie-là, est gérée au niveau du hardware et pas au niveau du software. Donc ça vous permet de réduire le nombre de cycles CPU et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus performant dans votre cas. Pour les Azure SQL DB, du pool élastique avec du business critical en prod parce qu'on voulait avoir cette feature de redondance de zone et on voulait avoir de la latence disque qui était de l'ordre de 1 à 2 millisecondes, alors que pour tout ce qui est dev et cal, le General Purpose suffit avec du General Purpose, c'est pas du GCP, je vais corriger, du General Purpose, où là on a de la performance un peu moindre, mais c'est pas très grave dans ce cas-là. Ensuite, au niveau de la sécurité des données, il y a pas mal de choses qu'on a dû faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre stratégie de sécurité, elle est basée sur une approche plutôt zéro trust. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, zéro trust se base sur plusieurs choses, sur la vérification explicite des accès aux endpoints, aux points de terminaison, et vous devez toujours être authentifié et autorisé, même si vous êtes dans une zone de confiance. Donc ça, on a mis en place toute cette mécanique-là avec Microsoft Entra ID et la partie MFA et tout ce qui est Organization Policy. On a eu entre-temps la GDPR qui est arrivée, donc ça nous a aussi conditionné le deuxième pilier de Zero Trust qui est un accès basé uniquement sur le liste privilège. Donc là, ça c'est quelque chose qui a pas mal été révolutionnaire chez nous parce que dans un monde DevOps, les choses ont tendance à être moins sécures pour faciliter quelque part l'innovation. Mais là, on a été obligé quand même de trouver le bon curseur pour garder une certaine flexibilité pour les développeurs, mais pour pouvoir répondre aux exigences de tout ce qui est GDPR et tout ce qui est données personnelles, avec du data masking, avec de l'escalation de privilèges sur les rôles, avec des rôles qui ont accès à ce qu'ils doivent vraiment faire et pas plus. Et on a enfin aussi toute la sécurité au niveau déploiement. Au niveau des déploiements, vous devez avoir des comptes techniques qui ont beaucoup de droits. Et ça, c'est difficile de leur dire tu ne dois faire que ça, que ça. Alors l'idée, c'est de voir la sécurité autrement, c'est de mettre la sécurité au niveau des pipelines de déploiement dans un contexte CI/CD, avec des mécanismes qui sont connus, hein, le for I, c'est-à-dire qu'un développeur ne peut pas déployer tant qu'un autre développeur n'a pas validé.
des mécanismes de gateway dans les pipelines. Tout simplement, s'il y a quelque chose qui vient détruire des ressources, il dit non, stop, tu arrêtes, ça va détruire les ressources. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Ou la fédération d'identité Azure qu'on utilise avec les GitHub Actions pour toute la partie authentification, où là, ça permet de limiter finalement les repos qui peuvent accéder à notre environnement, à notre plateforme. Le chiffrement des connexions, donc ça, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup changé chez nous, parce que bon, quand je pense, comme chez beaucoup de clients, quand vous êtes on-prem, le chiffrement des connexions, c'est pas quelque chose qui est primordial, en tout cas qui est considéré comme pas primordial. Donc au début, on était on-prem, on avait zéro chiffrement au niveau de la connexion. Avec Azure, la sécurité est plutôt by design, le chiffrement est by design par défaut. Donc ça, on a dû apprendre à composer avec, et surtout avec les alias qu'on avait mis en place, un alias par microservice, donc component, internal domain, par exemple. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a fait face à plusieurs problèmes, par exemple à ce genre de problème-là, où on a eu des problèmes de login. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le nom du serveur, component, il correspond pas au nom du serveur que vous avez derrière au niveau SQL. Donc, vous êtes obligé de rajouter ce nom de serveur avec arrobas nom de serveur dans la partie login. Mais ça va à l'encontre du CNAME qui est censé être transparent au niveau de la connexion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé tous les mécanismes d'alias SQL pour pouvoir justement contrer ce genre de problème-là. Et par contre, n'empêche qu'il restait toujours ce problème de certificat, parce que votre serveur, il ne correspond toujours pas au nom du serveur dans le certificat. Donc, vous êtes soit obligé de truster le certificat, soit d'avoir cette espèce d'option qui vous permet de dire hostname in certificate égale serveur. Et nous, dans tous les cas, ce qu'on voulait, c'est avoir une migration qui était plutôt smooth pour les développeurs et d'avoir à changer la chaîne de connexion qu'une seule fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a malheureusement, on est parti par défaut au début avec le Trust Certificate égale true, c'était de base chez eux. Et ensuite, on est parti comme ça dans Azure et à la fin, on a intégré dans les cycles de release des développeurs le changement de connexion avec le vrai nom du serveur et avec une configuration de sécurité qui répond aux exigences de sécurité qu'on avait mis en place. Pour la partie SQL Server DB, bah, c'est à peu près la même histoire, sauf que c'est à vous de gérer les certificats. Pour la partie chiffrement des données au repos, bah, Azure SQL DB était par défaut, ça nous allait bien. Par contre, au niveau d'Azure VM, on a un peu réfléchi. Pourquoi? Bah, on a utilisé bien sûr les mécanismes de chiffrement de la VM avec tout ce qui était server-side encryption et primary. C'est pas le primary, c'était non, private management key. Donc la clé privée qui est gérée par le système. Mais par contre, on n'a pas forcément mis TDE sur les bases de données utilisateurs. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas une ségrégation assez forte chez nous entre les DBA, les admin systems et la sécurité. Donc dans ce cas-là, enfin, je veux dire, TDE ne nous protège pas contre finalement des attaques qu'on pourrait avoir à différents niveaux. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas mettre TDE et c'est un élément qui a tout à fait été accepté chez nous. L'isolation réseau, tout simplement, toujours dans l'optique d'une infrastructure d'approche Zero Trust, bah, l'idée c'est de limiter le blast radius, la portée de l'attaque que vous pouvez avoir en limitant finalement la segmentation des accès au niveau des réseaux, avoir une architecture hub-spoke où vous contrôlez vos entrées au niveau du hub, et derrière avoir, j'en ai parlé tout à l'heure, mais toute la partie Zero Trust et passe par ce hub, tout simplement pour dire si quelqu'un peut se connecter, peut passer pour se connecter aux bases de données. Une micro-segmentation par type d'application, etc. Donc les bonnes pratiques au niveau Zero Trust. Voilà, maintenant je passe, après avoir parlé un petit peu de toute cette construction, du déploiement. Le déploiement, ce que je disais au début, on-prem, on a eu un shift de paradigme entre ce qu'on faisait on-prem et ce qu'on fait dans le cloud. On-prem, ce qu'on faisait, même si on avait quelque chose qui était automatisé, soit avec de l'Ansible, soit avec des modules PowerShell, n'empêche que les développeurs devaient créer un ticket chez nous et c'était à nous de créer la base de données dans les différents environnements. C'était automatisé, mais n'empêche qu'il y avait quand même cette étape. L'idée dans le cloud, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui était self-service. Et aujourd'hui, les développeurs, quand ils créent une base de données, dans leur pipeline de déploiement, ils ont la définition du module de base de données et ça crée tout seul les bases de données. On n'intervient plus dans ce processus-là. Et ça leur fait gagner, bien entendu, beaucoup de temps. Alors, c'est là où on a beaucoup parlé en architecture d'horizontalité et de verticalité.
quand vous déployez des ressources, par exemple avec TerraGrunt ou Terraform, c'est les outils qu'on utilise pour nous, chez nous, pour déployer, bah, soit vous faites de l'horizontal et vous avez une orientation qui est plutôt domaine avec le service de base de données, le service d'orchestration, des choses comme ça. Ou là, bah, finalement, on parle vraiment d'une approche centralisée de la plateforme. Et là, c'est ce qu'on a utilisé pour provisionner nos services, les instances ou des serveurs virtuels au niveau de Azure SQL DB. Et leur key vault, leur stockage pour pouvoir faire du monitoring. Donc, il y a tout un tas de configurations qu'on a mis derrière. Et derrière, la verticalité, où là, vous êtes plus orienté projet avec les développeurs et vous avez une approche qui est plus distribuée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque application possède ses propres ressources, ses propres composants et la base de données fait partie de l'application. Et ça, c'est un gros changement de paradigme chez nous. Donc, ça veut dire que le cycle de vie de la base de données, il est complètement géré par les développeurs. Si ils détruisent leur application, ils détruisent leur base de données, mais c'est à eux de gérer ça. Ils en sont responsables aujourd'hui. Nous, on ne le gère plus. Alors, comment on a fait ça? Bah, tout simplement, on y allait à coup de Terraform et de modules, où là, finalement, un développeur, quand il déploie, ça vient appeler un module base de données dans lequel on a mis beaucoup de logique, avec la création de la base de données, la définition du PITR, LTR, au niveau des backups, la collation qui va être utilisée, le niveau d'utilisation de transaction. Est-ce que la base de données doit être inclue dans les refresh de DB, dans les autres environnements dev et cal ou pas? Est-ce qu'ils doivent se connecter aux bases de données partagées chez nous? Après, il y a aussi tout le framework de sécurité qui est déployé, tous les comptes, les managed instants utilisés par les applications pour se connecter au DB, leur rôle, les développeurs, l'ABI et la partie monitoring pour qu'ils puissent récupérer la télémétrie du service. La partie GDPR aussi qui est importante, là où on a tout un setup au niveau de la GDPR pour la partie data masking, etc. Et enfin, les objets de base de données qui nous permettent de faire de la maintenance avec la partie OLA Alan Green et toute la partie troubleshooting avec les outils communautaires qu'on retrouve pour la partie SQL Server, bien entendu. Voilà, pour la partie technique, maintenant je repasse un petit peu plus sur la partie fonctionnelle avec les étapes de migration. Donc là, comment ça s'est passé? Là, on a construit la plateforme, maintenant on veut migrer le code et les données. Comment ça s'est passé chez nous? On a évalué l'existant, on y allait, on s'est aidé des outils fournis par Microsoft pour ça. Il y en a toute une palette à vous de faire le bon choix en fonction de votre contexte. Nous, on a utilisé DMA. Je ne l'ai pas coché ici, mais il y a DMA pour la partie évaluation. Ensuite, on a aussi utilisé Azure, enfin Data Studio avec l'extension SQL pour la migration, le service de base de données Data Migration Services pour la partie migration en elle-même. Et voilà, ça c'est ce qu'on s'est aidé de ça. Derrière aussi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément souligné par ces outils-là, mais c'est la gestion des dates et des fuseaux horaires. On-prem, on avait une gestion de temps local. Mais quand vous passez sur des services comme Azure SQL DB, le temps il est géré en UTC et c'est à vous de vous adapter. Donc en fait, on a dû l'identifier et on a dû l'intégrer dans notre justement dans notre migration. Et pour Azure SQL VM, on a gardé le temps local aujourd'hui. La deuxième phase a été bien sûr une phase de remédiation nettoyage. On en a profité justement, c'est une bonne occasion quand vous faites ce genre de migration pour intégrer des éléments de suppression, d'un peu de clean-up dans les bases de données, de nettoyer des objets qui ne sont pas utilisés, des choses comme ça, des tas de procédures, de réduire la volumétrie des données froides si vous en avez. C'est l'occasion parce que si vous avez des données qui sont un peu trop épaisses, ça conditionne aussi la quantité de ressources que vous devez provisionner dans Azure. Donc, si vous devez faire des optimisations KeyQueen aussi sur vos queries, mettre des index ou des choses comme ça, supprimer des index qui ne sont pas utilisés pour réduire la consommation de ressources, nous, ça a été le bon moment pour le faire. Et, tout ça, on l'a inclus justement dans les sprints de nos développeurs avant migration pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit à peu près clean avant de migrer. Ensuite, on a dû préparer notre setup de migration, donc tout simplement pour avoir quelque chose qui est déployable et reproductible rapidement. Donc en fait, on s'est aidé donc on voulait quelque chose qui soit scriptable. Pour ça, on s'est aidé de PowerShell, des DBA Tools. Heureusement qu'on a ce framework-là aujourd'hui pour ça. On a utilisé MS SQL Scripter pour générer le schéma. SQL Compare de Redget, tout simplement pour vérifier que tout ce qu'on a migré on-prem arrive bien à l'arrivée. Et ça, on a bien fait d'utiliser parce qu'on s'est aperçu que MS SQL Scripter
ne gérait pas certains objets, la migration de certains objets, comme les séquences, par exemple. Et on s'est servi de la partie DMS, Data Migration Service. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire de la migration offline, online. C'est un service qui est performant pour pouvoir migrer de la base de données, pour pouvoir migrer de la donnée, tout simplement. Après, ce qu'on a dû créer nous-mêmes, c'est la migration des logins SQL Server vers des utilisateurs de bases de données contained. Sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, il n'y a pas un service qui est capable de faire ça aujourd'hui. Donc nous, en tout cas, en 2022, on a dû écrire cette partie-là. On a dû écrire la partie qui permettait pas de prendre en charge la partie de code qui manquante avec MS SQL Scripter. Et un truc à noter avec la partie DMS, c'est que ce service est certes performant, mais il faut savoir un peu comment il fonctionne. Vous pouvez migrer des bases de données en parallèle, mais vous avez un nombre max de bases de données par activité de migration. Donc nous, on a scripté quelque chose qui permettait d'avoir plusieurs activités de migration en même temps pour pouvoir accélérer la migration, tout simplement. Pour le service Azure SQL VM, la migration, elle a été scriptée. On utilise exactement le même framework, mais un peu plus adapté pour la VM. Avec là, on utilise beaucoup les capacités de DMS pour pouvoir faire de la migration online. Bon, en fait, c'est du replay qui se passe. Ça récupère vos bases. On utilise AZCopy pour copier vers un stockage dans Azure. Le service replay qui passe et qui vient restaurer les bases de données. Et vous, au moment de la migration, vous avez juste à vous assurer que l'ensemble des backups sont restaurés et vous faites le cutover. Et on a dû quand même bien préparer le plan de migration, le plan de retour arrière pour différentes raisons. Je vais vous expliquer après pourquoi. Tout simplement parce qu'à un moment donné, quand vous faites de la migration, vous devez tester votre code, vous devez tester votre donnée et les performances. J'ai parlé un peu de code et de données tout à l'heure, mais j'ai pas parlé de performance. Alors, pour les données, rapidement, effectivement, on a quand même blindé cette vérification en faisant de campagnes de migration dans l'environnement d'intégration avec des tests réels au niveau des microservices qui nous permettaient de vite voir si on avait des problématiques liées au schéma ou aux données. Ensuite, pour la performance, on est parti avec cette première méthode qui est identifier les chemins les plus critiques pour la performance. Donc on les connaît chez nous. On sait que par exemple, on a un chemin qui est critique, c'est la partie picking, quand vous avez le picker qui vient scanner les produits pour tout simplement gérer votre commande. Ça doit être rapide parce que c'est un service qui part du scanner jusqu'au service, jusqu'à la base de données. Et ce chemin-là, il doit être rapide. Sinon, plus le chemin est lent et plus le picker il met de temps à faire son travail. Et le problème qu'on a eu, c'est que pour faire des tests de performance avec une charge de travail grandeur nature, c'était pas forcément simple, c'était impossible dans notre cas, trop complexe parce qu'il aurait fallu développer des choses. Donc en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'était de migrer, de faire de la remédiation si possible, donc de manière chirurgicale. Et si par exemple l'impact général était trop important, on devait avoir la possibilité de pouvoir revenir en arrière le jour de la migration. C'est pour ça qu'on a dû vraiment blinder cette partie rollback chez nous. Le planning de migration qui est là, en fait, il y en a eu deux sortes de planning. Le planning pour les DB microservices, donc qui était au fil du temps, au fil de l'eau pendant le mois de septembre. Donc là, en fait, on a simplement identifié les composants qu'on devait migrer, l'impact au niveau du service, quand est-ce qu'on devait le migrer, le downtime, etc. Et ça, je veux dire, ça a été plutôt ça facile. En fait, c'est comme on avait notre toolbox de migration, ça s'est fait plutôt naturellement en mode batch. Et puis voilà, c'était relativement simple. Par contre, pour la migration des bases de données partagées, on a pris une journée pour le faire. Là, on était plus en mode de crise, où là, on avait un planning qui est plutôt habituel avec les étapes de migration. Voilà, je désactive les jobs, je migre la base de données, je réactive ceci, je suis à l'étape de migration où le retour arrière n'est plus envisageable, ce genre de choses-là. Donc là, on l'a pris comme ça pour les bases de données partagées. Ensuite, pour les tâches de post-migration, je vais aller vite parce que là, je vais dépasser le temps. Après la migration, vous avez beaucoup de travail à faire, hein. La première chose, c'est d'arrêter les serveurs on-prem pour éviter les connexions fantômes, pour les identifier. Faire du monitoring, surtout pour la performance. Nous, on l'a fait pendant un cycle qui correspond à 6 semaines.
Après, il faut valider les performances et l'optimisation, mettre les coups de tournevis là où il faut les mettre quand vous migrez, décommissionner les environnements legacy. Nous, on est en train de finir la migration des chaînes de connexion justement pour activer la vérification des certificats et pas les truster de base. Intégrer les bases de données existantes dans le cycle de risque des applications. Migrer les bases de données, c'est une chose, mais avec un nouveau framework, maintenant, il faut intégrer ces bases de données dans Terraform. Donc, c'est ce qu'on est en train de finaliser aussi. Et la partie job, ça, quand vous migrez sur Azure SQL DB, vous n'avez plus l'agent SQL Server. Donc, il faut trouver des solutions. Et nous, comme on avait cette spécificité d'être derrière des private endpoints, vous avez certaines fonctionnalités qui, à l'époque, en 2022, n'étaient pas disponibles, comme les Elastic Jobs qui ne supportaient pas les private endpoints. L'Azure Automation, là où vous deviez mettre des workers en plus dans votre infrastructure pour qu'ils puissent atteindre vos serveurs de base de données. Et donc, nous, on a pris le parti, finalement, comme on avait déjà des workers au niveau de GitHub pour pouvoir justement déployer dans nos bases de données derrière des private endpoints, on a mis toute cette partie scheduling de la maintenance des bases, par exemple, dans des GitHub Actions. Et après, en fait, c'est quoi le futur après ça? Nous, maintenant, les ressources, elles sont en place. Et maintenant, on doit apprendre à démarrer une nouvelle phase dans l'adoption de cette adoption cloud. D'accord? Ça va demander de bien comprendre tous les aspects du nouveau modèle qu'on a mis en place. Ça inclut la partie facturation et coûts. Donc ça, on doit s'assurer que l'ensemble de nos services reste aligné avec l'usage qu'on en fait. Et ça, cet ensemble d'activités, c'est ce qui se définit comme la colonne vertébrale de tout ce qui est FinOps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va essayer de pratiquer ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle en continuant d'améliorer et d'optimiser la plateforme cloud, la plateforme qu'on a mis en place, et les services qu'on fournit à nos utilisateurs, avec plus de verticalité, plus de self-service, ça c'est vraiment l'idée, et de réfléchir aussi à une intégration un peu plus continue des feedbacks des utilisateurs internes dans nos releases, dans nos propres releases de services. Voilà pour moi. Donc, si vous avez des questions, excusez-moi, j'ai un peu dépassé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, David. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Apparemment, tout le monde est bien édifié, tout le monde est totalement édifié, pas de questions. Je suppose que ça veut dire ce que ça veut dire. Ah oui, il y a eu beaucoup d'informations. C'est aussi ça. Ah oui, oui, évidemment. Vous n'avez pas laissé de place. Non, j'ai pas. Mais bon, voilà. Si les gens ont des questions, il ne faut pas hésiter, même à posteriori, de me joindre. Oui, Je suis oui, tout à fait évidemment. disponible pour ça. Oui, évidemment. Merci beaucoup, David, pour cette présentation exceptionnelle. Donc, vous avez, comme vous venez de le dire, apporté beaucoup, beaucoup d'informations. Et sur ce sujet, migration de base de données SQL vers le cloud. Donc, j'espère que les participants, comme ils l'ont exprimé, ont été tout à fait édifiés. J'espère qu'il n'y avait pas de place au manque et que, bon, comme vous dites, s'il y a quand même des questions, n'hésitez pas, chers participants, à faire parvenir vos questions dans le chat et vous aurez votre réponse un peu plus tard. Même offline, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Donc, David Barbarin, ça a été un plaisir de vous avoir à nouveau avec nous aujourd'hui pour ce grand événement annuel, Saturday Haïti 2024. On espère vous avoir les prochaines années, puisque c'est notre rendez-vous, on ne va pas arrêter. Donc, merci beaucoup. La communauté Accès sur les données vous remercie, tous les participants en leur nom. Nous tenons à vous exprimer notre spéciale gratitude pour votre participation, pour votre contribution
pour l'avancement de la communauté haïtienne. Merci encore, David. Merci à vous.